Hop. Bon allez, on va démarrer tout doucement. De toute façon, voilà, l'intro, c'est un peu histoire de se présenter tous pour que les gens comprennent bien voilà, avec qui on parle, quelles sont les entreprises aussi pour ceux qui connaîtraient pas. Moi, très rapidement, je me présente, je présente Urban Linker. Voilà, on anime ce petit webinar. On est un cabinet de recrutement tech. Ça fait à peu près 13 ans, 13 ans qu'on existe maintenant et qu'on est sur le marché, spécialisé dans le recrutement de profils tech, plutôt auprès de startups, scale-up et PME de l'écosystème français. Et de mon côté, moi, ça fait 3 ans que je fais ce métier-là, donc je suis tech recruteur et j'accompagne justement pas mal de boîtes dans leur recrutement et notamment pas mal sur la partie mobile. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Bon, j'accompagne notamment Bedrock et Antoine sur ces recrutements-là. J'accompagne aussi, pour ceux qui connaissent, anciennement agence Bac Elite, POC pour Vincent qui connaît un petit peu, tu nous en parleras peut-être pendant ta présentation, qui a changé de nom depuis, mais voilà, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, comme l'a dit Jean-François, il y a pas mal de choses qui bougent aussi sur la partie mobile, on le voit aussi d'un point de vue recrutement, et on est là pour discuter un peu de ces sujets-là. Avant de me présenter peut-être les sujets sur lesquels on va parler, je vais vous laisser vous présenter vous aussi, mine de rien. Allez, je te laisse la parole, Jean-François. Avec plaisir. Écoute, merci à ceux qui nous ont rejoints, puis merci d'avoir pensé à moi dans ce panel. Je suis honoré parce que je connais Antoine et Vincent de par leur expérience, et puis Vincent, c'est quand même c'était vraiment Bac Elite en France, je vois. C'est quand même Bac Elite, c'était quand même la première grosse agence française sur le mobile avec des applications de qualité que Vincent nommera lui-même, mais voilà, je suis ravi. Donc moi, je suis Jean-François Grand, je suis un développeur iOS de la première heure aussi. J'étais dans les 500 premiers développeurs sur iPhone. Je faisais partie du programme bêta. J'ai sorti une app qui est 10 jours après l'ouverture de l'App Store en 2008. Donc on a tous des cheveux blancs ici, sauf toi, Paul, d'ailleurs, qui est ici. Et du coup, voilà, j'ai accompagné des boîtes pendant 12 ans presque, 12 ans à peu près, sur le développement de leurs applications mobiles, dans un cabinet qui s'appelait Octo, et puis au sein de mon propre cabinet qui s'appelait APAZ. Donc des beaux clients, hein, je travaille pour Molotov, pour Virtuo, pour un tas de clients que j'ai commencé à citer, mais je n'aurais pas dû. Et puis, ça fait 2 ans et demi que je m'évertue avec une équipe de 15 personnes qui grossit de jour en jour à l'aide d'Urban Linker, à essayer de résoudre un vrai problème que j'ai eu de développeurs, mais qui touchait aussi des marketeurs, des comptables, des directions d'entreprise autour de l'abonnement et des in-app purchase dans les applications mobiles. Et j'ai monté du coup avec 2 associés qui sont Nicolas Tissier et Romain Salès, la société Purchasely. Et donc voilà, on accompagne pas mal de boîtes. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 300 apps qui sont en prod avec notre SDK qui permettent de déployer de l'abonnement et également de faire des campagnes de promotion de ces abonnements. Voilà. Okay. On a perdu Bedrock là du coup. On a perdu Antoine. Je vais laisser. Merde. Bon, il va s'en occuper, il va nous rejoindre. Il revient. Ouais, désolé, quelques petits problèmes avec Firefox. J'ai dû basculer sur Chrome à mon grand regret, mais c'est pas grave. Ok. Bon, t'es de retour, c'est ce qui compte. Bon, Vincent, je vais te laisser te présenter aussi, parce qu'on a commencé à parler déjà. Oui, merci, je suis honoré de cette présentation. Effectivement, j'ai pas 3 ans d'expérience, un peu plus d'expérience sur le métier des applications mobiles, puisque comme Jean-François, on a vu naître ce marché, cet écosystème. Il rentre dans sa 14e année, donc c'est un adolescent, cet écosystème mobile, mais on a vu ses tout débuts. Effectivement, on a participé du temps de Bac Elite à créer pas mal d'applications pour les grandes marques de l'époque, Le Monde, la SNCF, Allociné, pas mal de belles histoires. Et puis depuis 2 ans, donc j'ai créé une nouvelle agence technologique qui s'appelle Inside App, qui a un positionnement tech mobile. Donc on fait à la fois du consulting et du développement sur tout ce qui est mobile au sens large. On parle d'app iOS, Android sur les smartphones, bien sûr, les tablettes, les bandes connectées ou les télés.
Et on a une particularité au-delà de notre spécialisation sur les apps, c'est qu'on a créé un modèle RH un peu particulier qui tente d'allier, on va dire, le confort et l'intérêt d'un CDI et d'une équipe globale avec la liberté et l'aspect financier que recherchent les freelances. Donc, on a créé un modèle un peu hybride qui nous est propre. Et voilà, donc aujourd'hui, on est très interne, une vingtaine de personnes en tout travaillent sur nos projets. Et je suis ravi d'être ici. Et je ne suis pas développeur moi-même, donc je n'aurai pas toutes les compétences de Jean-François, mais j'en ai vu passer beaucoup, donc j'ai quelques insights à donner. Voilà. Certains diront que je ne suis plus développeur. Hein, donc, c'est pas faux. Bon, merci Vincent. Et Antoine, ouais, je vais te laisser te présenter un petit peu aussi et puis présenter Bedrock pour ceux qui connaîtraient peut-être pas. Tout à fait, enchanté. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Antoine. Du coup, je travaille chez Bedrock Streaming. En fait, chez Bedrock, on crée des plateformes de streaming pour nos clients. Donc, en France, en fait, on gère les plateformes de streaming de Sisplay et de Salto. Et on le fait partout en Europe avec d'autres clients européens, dans Belgique, Hongrie, Croatie, et on gère, et aux Pays-Bas également. On gère du coup l'ensemble de la partie tech jusqu'au produit de ces solutions de streaming. On est à peu près 400, on est partagé entre Neuilly et Lyon aujourd'hui. 300, un peu plus de 300 tech, du dev au DevOps, passant par la data et la qualité. Et moi, je suis responsable des équipes de développement iOS et Android. Alors, parfois, on synthétise à mobile, mais on oublie souvent le parent pauvre, Android TV, Apple TV, qui a du coup une grosse composante chez nous en termes de streaming. Et on le fait ça à peu près avec une quarantaine de développeurs, 20 sur chaque techno, en développement natif. Voilà, à peu près. Moi, ça fait quelques années déjà, mes cheveux blancs le montrent, que je travaille dans ce domaine. J'ai commencé directement sur le mobile aussi, avec l'arrivée du mobile. La petite histoire, j'ai commencé sur de la carte à puce. Alors, le mobile, il y a plein de domaines. Il y a beaucoup de domaines tech. Donc, la carte à puce, c'était très rigolo. Et après, de l'Android, de l'iOS, j'en ai développé un peu et j'ai vite abandonné le développement pour être un peu plus chef de projet, management, tout ça. Tous les métiers qui tournent autour du mobile sans jamais se lâcher ces deux technos que j'adore. Eh ben, merci à tous pour les et j'ai j'ai vu Jean-François qui demande sondage qui est dev dans le chat. Normalement, c'est lancé. On va bien voir effectivement. Et merci pour les présentations. Effectivement, là, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler forcément de mobile. Hein. J'espère que vous l'aurez compris. Comme voilà, on l'a commencé à l'aborder. Il y a eu pas mal de changements ces dernières années. Le mobile a beaucoup évolué et intéressant de se poser aussi les questions aujourd'hui que soulèvent certains changements, notamment on va parler de pas mal de sujets, que ce soit sur la partie équipe, organisation un petit peu d'équipe entre le mobile, parce que les enjeux mobiles aujourd'hui sont de plus en plus liés à d'autres types d'enjeux, web notamment. Je crois que voilà, on va parler un petit peu de cross techno aussi avec Bedrock. On va parler un petit peu de qualité de code aussi, de sécurité dans le mobile, et puis bien sûr aussi de cross platform un petit peu parce que ça monte aussi et c'est à la mode. Mais voilà, l'idée c'est de voir un petit peu quelles sont les différentes stratégies à adopter sur le mobile. Et puis j'espère qu'on aura un petit peu le temps de parler peut-être de certaines nouveautés aussi que vous avez à partager de votre côté. Et on parlera aussi à la fin un petit peu de recrutement aussi pour mettre en avant peut-être des enjeux de recrutement que vous avez en ce moment dans chacune de vos boîtes respectives. Et puis voilà, ce que vous cherchez aussi en termes de compétences et skills aussi chacun de votre côté. Ça peut être intéressant. Déjà pour commencer un petit peu voilà, doucement certains sujets, je serais curieux de savoir aussi bah, de votre côté, chacun vous avez peut-être des insights différents pour savoir comment est-ce que vous avez vu évoluer les équipes mobiles aussi au cours du temps par rapport à d'autres types d'équipes, peut-être un peu plus web, infra, comment elles se sont intégrées finalement à un système de peut-être un peu plus de squad et avoir de plus en plus de relations aussi avec les autres équipes.
Vincent, peut-être que tu peux nous en parler, toi qui as vu justement chez Balkely, chez Inside App, pas mal de choses différentes. Ouais, bah comme je le disais tout à l'heure, on est à l'adolescence de ce domaine et donc on sent depuis quelques années qu'il y a quand même une maturité sur pas mal de sujets qui étaient, on va dire, jusqu'à présent un petit peu étrangers au domaine et au métier. Si je veux un peu caricaturer, pendant des années, on était très très concentrés tous à développer des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux designs et très peu concentrés à regarder comment ils performaient. À la fois en termes d'analytics, en termes de qualité de service. Et donc, je trouve que depuis quelques années, on a quand même une maturité sur ces sujets un peu connexes, qui sont super importants, hein, qui sont d'être sûr que ce qu'on fait, c'est de la qualité, de mesurer ce qu'on fait. Voilà. Donc, je pense que la principale évolution que moi, je vois depuis quelques années, c'est la maturité qu'on a pu voir se développer sur tous les sujets d'industrialisation, entre guillemets, de qualité, de sécurité aussi, qui sont des sujets importants. Donc ça, c'est un premier sujet, je pense, une évolution importante, cette maturité. Et puis, il y a effectivement un positionnement versus le grand frère web. Alors, parfois, les applications font plus d'audience, voire de revenus que le web, mais on est toujours un petit peu le petit frère du web. Et effectivement, avec des nouvelles organisations en squad et autres, on sent que l'équipe mobile, qui était un petit peu à part pendant longtemps, a tendance à être de plus en plus intégrée. Alors, ça a parfois du positif et parfois du négatif, mais dans des équipes plutôt pluridisciplinaires. Et donc, ça a d'autres impacts et évolutions. Enfin, voilà en tout cas les deux principales évolutions que moi je verrais. Et je suis ravi d'entendre David, mes collègues. Ouais, Jean-François, en tant que ex-dev, est-ce que tu as le même ressenti aussi, feeling? Ouais, je pense que ça. J'ai un petit écho. Je sais pas si vous l'avez aussi. Non, j'ai l'impression que ça va. Non? Ok, c'est peut-être juste Safari. Du coup, je vais couper le son. Alors, moi, je pense que ça s'est pas mal professionnalisé, effectivement. Je pense que déjà dans l'approche des projets, aux toutes premières heures, on avait quand même beaucoup de projets vitrines qui sont devenus après des projets avec des vraies ambitions, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus, en termes on va dire, d'usage. Je pense qu'aujourd'hui, on a aussi en termes de tooling beaucoup d'outils qui viennent aider dans ce sens-là. On voit l'avènement de plateformes comme Firebase, des outils comme Braze, etc. On voit que finalement, c'est autre chose que des petites applications gadgets. Aujourd'hui, on travaille énormément l'acquisition, on travaille la rétention. Je veux dire, les applications mobiles sont pilotées au moins autant que les sites web. Je rejoins Vincent sur les aspects qualité, livraison, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment une belle croissance, une belle courbe, et puis des technologies aussi qui, je pense, ont permis de réunir un peu les deux types d'équipes. C'est-à-dire que c'est plus des langages. Je pensais surtout à iOS qui sont compréhensibles que par les développeurs. Que par les développeurs mobiles, quoi. Donc, typiquement, l'objectif C, c'était quand même un petit peu le truc à part. C'est comme les mecs qui parlent en Klingon dans un open space, quoi. Donc du coup, je pense on a quand même réussi à faire en sorte que les projets soient traités non pas comme un truc en plus, mais comme une composante partie prenante d'une stratégie digitale. Et ça, autant dans des petites startups, ça paraît très évident, autant dans des plus grands groupes. Et puis après, il y a aussi maintenant des écoles qui forment des développeurs mobiles, ce qui n'existait pas quand Vincent et moi on a commencé. On était obligé de lire le livre de Thomas, de Thomas Sarlandi. Et puis on voit aussi que au-delà de ça, tout l'écosystème d'événements, de freelance, etc., c'est aussi bien développé. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment sur aujourd'hui un secteur qui a passé la hype, qui est vraiment dans le. Il n'y a pas eu trop de fossé de désillusion, je dirais, et qui est aujourd'hui dans une certaine maturité, une croissance régulière qui est assez intéressante. Je pense qu'aujourd'hui, le mobile, en plus de ça, est au cœur des objets connectés et de beaucoup d'interactions. On le voit, nous, on avait travaillé sur Angel, le vélo de Marc Simoncini. Il y a tout un tas de terminaux connectés aujourd'hui, dont le mobile est finalement la porte d'entrée. Et on se retrouve finalement avec un mini SI dans le mobile, avec
qui s'interconnectent avec plein d'objets différents, dans lequel on a également des problématiques d'intégration qu'on ne voyait avant finalement presque que pour des développeurs back-end. Finalement, la plateforme a grandi avec ses développeurs et a aussi besoin de développeurs seniors pour adresser ces enjeux. Ok. Merci pour cet avis-là et justement pour parler un petit peu de cette partie intégration du mobile dans le web ou avec d'autres systèmes aussi. On parlait un petit peu de cross-techno, là on va rentrer dans le vif du sujet. Antoine, je crois que tu voulais nous en parler un petit peu chez Bedrock aussi, puisque ça a été des cas que vous avez traités peut-être récemment aussi. Tu veux nous dire comment ça se passait chez vous aussi, peut-être expliquer aussi ce qu'est le cross-techno, si jamais il y a des gens qui sont pas forcément familiers avec ça. Tout à fait, on peut parler. Je voulais juste revenir sur ce que Vincent et Jean-François ont dit sur l'aspect ce que le mobile est devenu. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que en fait, le mobile, ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'il ça commence à être mature sur ces technos-là. On est tous arrivés avec le mobile, c'était hype, il fallait faire plein d'applications où c'était juste des applications vitrines de X, Y marque, tout le monde devait être sur le mobile. Et on a passé ce cap où maintenant, en fait, le mobile, c'est parfois le seul service d'une entreprise, le seul driver de nouveaux utilisateurs, le seul driver financier. On peut prendre un Uber qui est le premier exemple là-dessus. Et du coup, en fait, les devs mobiles sont passés on fait des applications vitrines à on fait un progiciel au sens positif du terme, qui est le vrai outil, le seul outil. Et il a fallu vraiment industrialiser tout ça. Donc, on a pris tout ce qui existait sur le web, sur le back, on s'est industrialisé, on a mis de la qualité, on a mis du code style, on a mis des CI, des CD qui nous permettent d'être industriels en termes de livraison. Donc, c'est vraiment un métier dev mobile qui devient mature, qui a bien appris de tous les autres métiers, back, front et autres data et systèmes. On peut reparler du cross-platform, tout à fait. Alors, cross-platform, il y a beaucoup de définitions du cross-platform. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif, c'est avec un seul langage de targeter plusieurs fronts différents. En général, on parle de targeter du Android et du iOS, potentiellement du Windows ou d'autres technos mobiles. Alors moi, j'en ai fait plein avant Bedrock. Il y en a plein qu'on a enterré, du PhoneGap, du Titanium, du Ionic, des trucs où on s'est arraché les cheveux et j'en ai déjà plus beaucoup. On a après évolué sur du React Native, des Flutter, des technos qui sont un peu plus matures. On a essayé chez Bedrock, juste avant que j'arrive, j'ai vu la fin du projet de faire du React Native. Le cross-platform, ça répond à des bons besoins. Enfin, il faut que ça réponde à un vrai besoin. C'est-à-dire que quand on fait un produit sur le temps long, le cross-platform n'est jamais une très bonne solution, de mon point de vue. J'ai cité 6 ou 7 langages différents de cross-platform. Et entre-temps, sur Android ou sur iOS, en natif, il n'y en a eu que 2. Java, Kotlin, Objective-C, Swift. Donc, on voit que c'est des technos qui sont beaucoup plus stables dans le temps, beaucoup plus simple de trouver des développeurs qui vont travailler sur du natif dans le temps et qui vont évoluer avec le framework. Google, Apple poussent beaucoup leur langage. Donc on a fait du React Native, ça a été un échec chez nous, pour plein de raisons, on pourra rentrer dans les détails. On travaille sur du Kotlin mobile multiplateforme, du KMM aujourd'hui, qui n'est pas la même approche qu'avec du Flutter ou du React Native, on va pouvoir designer des écrans. Le KMM, ça va vraiment être pour partager de la business logique, vraiment pure. On travaille sur de la base de données notamment dans notre solution. Après, chez nous, on a une philosophie qui est de dire moins on développe du code en front, mieux on se porte. Et donc, en fait, à business logique, on essaie de la déporter au maximum au côté back-end pour qu'elle puisse servir aussi. On a 30, 40, 50 fronts à gérer de notre côté entre le mobile, les TV et plein d'autres trucs. Donc, la meilleure façon de faire du cross-platform, c'est de ne pas le développer et de laisser le back-end le développer. Est-ce que vous avez le même avis, Vincent ou Jean-François C'est un débat qui est vieux comme le mobile, le cross-platform. Ce qui est vrai quand même, c'est que moi, j'ai connu les premières tentatives de HTML5, tout ça, il y a quelques années. C'était assez catastrophique, ces premières tentatives. Et il faut reconnaître que React Native et Flutter, pour certaines typologies de projets, ça offre une solution qui est quand même
assez qualitative et qui peut répondre très bien justement quand on n'est pas sûr de la pérennité de son service, quand on veut se lancer rapidement ou quand on a des compétences, par exemple, web au sein d'une entreprise et qu'on veut essayer d'exploiter. Ça peut répondre à certains besoins, pas à tous les projets. Et forcément, quand on est né avec les mobiles, on a une préférence naturelle et une inclinaison pour le natif. Mais en tout cas, nous, c'est des solutions aujourd'hui qu'on n'écarte plus, alors qu'on les écartait avant, je dirais, d'office, de manière peut-être un peu dogmatique. Mais dans certains cas, il y a quand même des solutions assez intéressantes. Effectivement, Kotlin multiplateforme est assez élégante parce qu'on n'intervient pas au niveau de la UI et quand il y a beaucoup de logique métier, ça peut être intéressant, mais dans les applications où l'essentiel c'est de la UI, du coup on utilise moins de choses. Donc il y a toujours des analyses à faire. C'est déjà de plus en plus compliqué quand on fait ses choix aujourd'hui, puisqu'on a plein de choix. on a beaucoup plus de choix qu'avant. Et au-delà de la technologie en tant que telle, il y a tous les aspects, les compétences, la dynamique, le temps dans lequel je m'inscris. Donc, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre de manière, je dirais, a priori. Il faut vraiment regarder projet par projet les compétences, le contexte, les enjeux aussi économiques pour pouvoir y répondre. Mais on a quand même plus de choix qu'avant, même si évidemment le natif reste aujourd'hui la meilleure solution et probablement sur le long terme la plus économique parce que c'est pérenne et on n'a pas des changements brusques. En tout cas, on n'a pas de risque qu'un framework soit déprécié du jour au lendemain et avec lequel on se retrouve à partir sur un nouveau framework. Ouais. C'est vrai que c'est marrant, tu dis, à un moment, tu disais on refusait presque toutes les technos cross-platform de manière presque dogmatique. Et c'est vrai que c'est marrant. Et moi, je l'ai vu beaucoup en discutant et en discutant avec des développeurs mobiles aussi au cours de mes recrutements. Il y a une époque où c'est vrai que bon, il y a toujours une petite guéguerre natif cross-platform et souvent les développeurs natifs voulaient pas du tout y toucher, en faire et ça a beaucoup changé, notamment avec l'arrivée de Flutter pour le coup, qui j'ai l'impression a conquis pas mal de monde sur la partie Côté Android. développement. Côté Android. Côté Android beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vu un message, je crois que c'est Renaud qui disait cross-platform est souvent poussé par les Android, rarement les iOS. C'est vrai ou enfin c'est un truc que vous voyez Pour ou... Flutter, oui. Pour React Ouais, Native, j'ai pas forcément ressenti ça. Mais ouais, C'est sûr qu'aujourd'hui, la plupart des devs qui poussent chez moi sur du Flutter, pas forcément pour porter Flutter dans notre projet, mais parce qu'ils s'intéressent, ce sont des devs Android, bien entendu. C'est aussi un langage qui est porté par Google. C'est aussi un langage qui doit potentiellement être intégré automatiquement dans Fuchsia, le potentiellement futur OS de Google. Donc c'est vrai qu'il y a tout un écosystème qui se crée. Il y a certains devs Android qui doivent aussi se poser la question, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que Android et Kotlin va migrer vers du Fuchsia et du Flutter? Donc ça, les gens se posent plus facilement la question, c'est normal. Les devs iOS sont toujours très protègent, comme Apple protège aussi toujours son aspect framework Apple. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être moins enclins à aller sur cette techno. Et il faut aussi comprendre que les devs mobiles natifs, ils sont toujours très curieux des nouvelles solutions, des nouvelles fonctionnalités qui sont poussées par les frameworks. Et c'est toujours plus facile de développer, poker les nouvelles fonctionnalités qui sont poussées par Apple et Google quand on est en développement natif, parce que le temps que ça arrive dans le framework hybride cross-platform, ça met un peu plus de temps. Donc, c'est sûr que les devs iOS, ils adorent tester les nouvelles fonctionnalités dès que la WWDC est passée et qu'il y a une version bêta de la nouvelle version iOS. Donc, ils seraient frustrés de travailler avec un framework cross-platform, ça c'est sûr. Je crois qu'on a perdu Jean-François. Je l'ai perdu. C'est cross-platform, il a mal réagi, il est parti. Il a réagi, oui, toi. Exactement. Donc bon, il va revenir, j'espère. En attendant, on va avancer un peu. Et l'idée, c'est pas forcément de parler. Oui, il va revenir avec Chrome. Merci Jérôme. Et de pas parler uniquement de cross-platform non plus. On a commencé à aborder un petit peu un sujet
un sujet intéressant qui était celui de la qualité aussi de code et de développement sur la partie. Ah, Jean-François de retour. J'ai Et perdu justement, ma webcam, je sais pas pourquoi. ah ouais, bon. J'allais Je crois aborder revenir trop bien. Il y a quelqu'un qui l'a dit pourtant. Ouais, juste sur le cross-platform, moi, Oui. c'est quelque chose que j'ai découvert un peu pas par choix, mais par nécessité avec Purchasely, puisqu'on fournit un SDK qui permet en fait d'agréger finalement la logique d'in-app purchase de manière uniforme, peu importe les stores. Donc aujourd'hui, on couvre 4 stores pardon, qui sont Apple, Google, Amazon et Huawei. Et donc les 3 derniers, c'est évidemment sur des plateformes Android. Et aussi, on a eu finalement la nécessité très rapidement d'ajouter des SDK. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près 30% de notre base qui est sur React Native. Le SDK Flutter est un peu plus récent, donc on n'a pas encore des chiffres qui sont significatifs. Déjà, ça m'a surpris d'avoir autant de choses. Et après, développer les SDK pour. J'ai été forcé finalement quelque part, on a été forcé quelque part d'aller sur cet aspect-là, parce que c'est pas quelque chose que naturellement j'aurais fait en tant que développeur, parce que j'aimais bien en fait avoir vraiment la meilleure expérience utilisateur. Bon, après, tout est en natif, ça reste la même techno derrière, c'est un wrapper finalement du natif. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de SDK qui sont comme ça. Sur ces plateformes-là, en particulier sur React Native, et on se retrouve aussi en tant que développeur à faire finalement une glue qui n'est pas toujours très esthétique, qu'on essaie de TypeScript, etc., faire quelque chose qui soit qualitatif et qui s'intègre bien. Mais c'est vrai que la charge finalement de complexité, de mutualisation de développement est beaucoup portée par des SDK tiers, quoi. Donc, Ah, non. Décidément, ça veut pas. Le cross. Il aime pas trop on a compris qu'il aimait pas trop le cross. Il a été obligé, il nous revient. On revient vite, Jean-François, parce qu'on va aborder le sujet de la qualité de code. On m'a dit que tu avais un cheval de bataille. Ah. Non, je suis là, c'est l'outil. Je ne sais pas pourquoi l'outil me coupe. Ah bah mince. Il y a un administrateur qui est fan de React Native. Je pense que c'est ça. Non, mais du coup ouais, effectivement, les SDK font beaucoup de cette glue-là, en plus du framework. Et c'est vrai que dès qu'on va aller taper des fonctionnalités particulières autour d'un certain nombre de choses, comme le in-app purchase, mais j'imagine que c'est la même chose en ce qui concerne fonctionnalités Bluetooth & Co, on se retrouve assez vite tributaire de SDK tiers, quoi. Donc, Ouais. qui parfois ont mal vieilli. Donc c'est vrai que nous, sur React Native, on a eu une belle percée, parce que l'équivalent qui gérait du in-app purchase unitaire à chaque plateforme presque était vieillissant. C'est encore pire sur Cordova. Alors Cordova, c'est un boulevard pour nous. Après, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de personnes sur le boulevard. Je suis pas sûr qu'il y ait mais bon, on en a. Donc sur Cordova, c'est pareil, la stack était vieillissante, etc. Donc Ouais. je pense qu'il y a aussi, c'est aussi tout un écosystème dont il faut. Et je rejoins beaucoup Vincent sur l'aspect sourcing. Et bon, c'est là où finalement c'est intéressant pour vous, Urban Linker, mais le sourcing est aussi extrêmement important. C'est-à-dire quelle est la possibilité, en particulier pour des startups, de croître et de quelle mesure est-ce que finalement le vivier n'est pas trop faible pour permettre de suivre en fait les ambitions et les enjeux de l'entreprise. C'est pour moi l'un des sujets principaux, puisque après finalement on arrive à tout faire à peu près avec tous les langages. Ouais, non, mais c'est carrément, c'est intéressant ce sujet de recrutement. On en parlera, je pense, à la fin un petit peu aussi. Et je voulais aborder aussi un sujet qui est important, dont on a commencé à parler, qui était celui de la qualité aussi de code de développement. Je disais, on m'a dit, Jean-François, il me semble que tu as un cheval de bataille qui est celui de la documentation technique, notamment, apparemment. Et non, je voulais avoir un peu vos avis aussi à tout sur la partie qualité. Qu'est-ce que ça représente pour vous aussi? Qu'est-ce qui est important de mettre en place potentiellement? Et puis aussi dans quel contexte? Parce que forcément, tous les contextes ne sont pas les mêmes. Je sais pas si, Vincent, tu La veux qualité. Ouais, alors, pour moi, il y a deux types de qualité. Tu parlais de la qualité de code, et effectivement, je pense que ça fait quand même un petit moment qu'il y a des outils qui permettent, notamment Sonar, de regarder ce qu'on fait, d'essayer de mettre en place des bonnes pratiques de code. Ça, c'est une qualité de code qui peut toujours être un peu subjective, notamment quand c'est un nouveau développeur qui arrive sur un projet, qui va juger la qualité précédente. Après, moi, je pense que là où il y a le plus de progrès à faire, qui sont quand même en cours, c'est sur la qualité
suivi en production, puisqu'on a quand même des applications qui sont installées dans des terminaux qui ne sont pas maîtrisés aujourd'hui, puisque par définition, c'est des applications embarquées. Et je trouve qu'on est encore dans le métier assez pauvre en outils de mesure de la qualité de service en production. Alors, il y a bien sûr Firebase Crashlytics qui fournit un certain nombre d'informations, mais qui sont plutôt des informations autour des crashs. Mais sur les performances, on va dire, de temps de réponse et autres, il y a quelques solutions qui commencent à arriver et qui sont un peu mises en place. Mais à mon avis, c'est un des champs sur lequel, pour le coup, le mobile est plutôt très en retard par rapport au web. Et à mon sens, on manque encore pas mal d'éléments qui permettent de voir la qualité vue d'utilisateur et pas uniquement la qualité du code vu par les développeurs qui, parfois, peut y avoir un écart entre la qualité du code en tant que tel et puis la chaîne de bout en bout complète, avec le back et autres. Elle peut avoir des comportements qui font qu'on peut avoir du code bien fait sur l'app, mais une qualité de service globale qui n'est pas bonne. Et je pense que c'est un des axes principaux de progrès de la profession. En tout cas, c'est mon avis. Ok, merci. Et Antoine, bon, je sais que c'est un sujet qui est important chez Badrock, hein, on bosse ensemble, donc j'en connais aussi tous les tenants, les aboutissants, mais ouais, je veux bien que tu nous parles de comment est-ce que justement vous fonctionnez là-dessus chez Bedrock. Ça prend pas mal d'aspects. Il y a effectivement, on a parlé des outils, des manières de faire, c'est potentiellement aussi des méthodologies aussi de travail aussi en équipe là-dessus qui sont peut-être importantes. Oui, alors plein de sujets. On peut prendre le sujet de la documentation dans un premier temps, t'en parlais tout à l'heure. Documentation, c'est un éternel débat dans toutes les entreprises. Chaque développeur a sa vision en termes de documentation. Déjà, la documentation, c'est nécessaire parce qu'on parlait des nouvelles personnes qui arrivent sur un projet. Sans documentation, on ne s'y retrouve pas et c'est normal. Donc, le but d'une documentation, c'est qu'elle soit lue dans un premier temps. Donc, trop de documentation, parfois, ça peut noyer une personne. Donc, on a ce débat éternel de qu'est-ce qu'on documente dans le code, qu'est-ce qu'on documente en dehors du code aussi. Il y a plusieurs niveaux de documentation, plusieurs façons de documenter. Ce que nous, on essaye de faire tout le temps, c'est de faire des recs sur chaque nouvel arrivant qui arrive, chaque nouvel arrivant dans l'entreprise, et de faire un rex à 15-30 jours de comment il s'est retrouvé dans le code, comment il a été accompagné, de quoi il a manqué en termes de documentation pour mieux être onboardé tout seul. Et on demande aussi à tous les nouveaux arrivants de documenter ce qu'ils comprennent pas d'un coup, ce qu'ils ont été obligés de demander, ce qui permet d'enrichir finalement cette documentation au fur et à mesure, parce qu'on sait bien que les devs qui sont là depuis longtemps n'ont pas forcément envie de documenter ce qu'ils ont fait il y a 6 mois ou il y a 1 an. Il y a toujours un manque là-dessus, et donc on a ce process d'itération avec les nouvelles personnes qui arrivent, et c'est plutôt bien pris en général. On peut parler de qualité de code. La qualité de code aussi, c'est un gros sujet. Chaque développeur a sa vision. Ce qui est important quand on fait de la qualité de code, on va parler de testing, on va parler de code style, de lint. Déjà, c'est d'avoir des systèmes qui permettent de la tester, donc d'avoir une CI, une CD qui permet, surtout une CI. Donc, c'est déjà des premières étapes au moins qui va aider déjà à créer tout ça. De mettre en place une continuous integration. Alors on va choisir, soit on l'a fait nous-mêmes et on l'héberge sur un Mac mini, et bonne chance parce que ça prend toujours du temps et c'est quand même un peu pain in the ass, on va dire, où il y a des solutions sur le marché qui marchent très bien, qui font bien le travail. Et ensuite, ça nous permet de mettre du lint, de mettre du testing unitaire et d'avoir toutes ces philosophies de qualité de code. Et je te rejoins aussi, Vincent, sur une fois que c'est en prod. Alors c'est quelque chose que les développeurs ont souvent du mal, c'est-à-dire que jusqu'à délivrer la feature, ils sont très impliqués, mais une fois qu'elle est en prod, il y a un petit peu moins de monde. C'est un peu une critique qu'on peut faire à tous les développeurs, je pense. On considère qu'une fois que c'est en prod, c'est fait, quoi. Firebase nous aide beaucoup. En effet, la partie crash, ça existe depuis tellement longtemps. Crashlytics, je crois que c'est arrivé en même temps que j'ai commencé à bosser. Firebase a beaucoup progressé sur l'aspect monitoring, outre que Crashlytics, sur les performances. Il y a tout un monitoring qu'on peut mettre en place, mais après, c'est un travail. C'est-à-dire que vraiment, il faut définir ses KPI. Et Jean-François nous en parlera sûrement en détail, mais nous, on a mis en place nos propres KPI sur l'aspect création de compte, prise d'abonnement,
Parce qu'en effet, on ne peut pas savoir. En fait, si ça ne crache pas, on ne sait pas si les personnes s'abonnent bien ou pas. Après, on va analyser avec nos clients leur CA, s'il y a des chutes de CA, mais c'est trop tard en fait. Donc, on a besoin de savoir si sur 2-3 heures, il n'y a aucun abonnement qui a été pris. Et donc, du coup, on met en place un monitoring spécifique. On a plusieurs outils. On peut le faire avec Firebase. On peut le faire avec des outils comme Kibana, Grafana aussi au niveau back-end. Où on va loguer les événements. On teste une nouvelle solution qui s'appelle Murelic, un système aussi de monitoring une solution de marché qui nous permet aussi de monitorer pas mal de choses. Donc voilà, c'est vraiment très important de savoir si le service marche bien. Qu'il ne crache pas, c'est déjà une première étape, c'est déjà beaucoup. Mais qu'il marche, c'est aussi une seconde étape qui est difficile à passer, mais qui, quand on la passe, est vraiment très utile pour le produit. Et Antoine, j'ai une question spécifique par rapport du coup, à Bedrock. Est-ce que vous testez finalement la qualité des flux reçus par l'utilisateur et la qualité de l'image, alors même si c'est du HLS et qu'on sait que ça monte et ça descend, en fait, la qualité délivrée à l'utilisateur, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que vous monitorez? Alors tout à fait, on a une solution tierce aussi. On travaille avec une boîte qui s'appelle, il est un outil qui s'appelle Yubara. L'entreprise, je ne sais plus son nom, qui est un outil vraiment de tracking vidéo. Donc on a beaucoup de données sur la vidéo. Alors la qualité, elle vient de plein de raisons, surtout sur du mobile, elle peut venir du réseau, elle peut venir des devices en eux-mêmes, elle peut venir de notre niveau de sécurité. On a des DRM sur nos devices, on a plusieurs niveaux de DRM. En fonction des devices différents, ils sont plus ou moins, elles fonctionnent plus ou moins bien. Donc on regarde tout ça. On regarde tout ce qui est buffering aussi. Les problèmes de buffering, c'est vraiment ce qu'on voit. Et après, on a plein de KPI fonctionnels la personne a lancé une vidéo, mais elle n'est pas restée dedans. La personne a lancé une vidéo, elle est restée 15-20 secondes, elle est sortie alors que c'est un film de 2 heures. Elle n'a pas forcément eu le temps de se dire que la vidéo, ça c'était le film qu'elle voulait voir. Donc, on a beaucoup de KPI fonctionnels comme ça qui nous permettent de définir si le streaming, globalement, notre partie streaming fonctionne ou ne fonctionne pas. Et après, on a plein de détails en fonction des plateformes, en fonction des OS, en fonction des devices, etc. Ok. Ouais, merci pour le retour, c'est intéressant. Jean-François, je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses sur la partie un peu qualité. Ouais, je pense que le testing, en fait, c'est. Ouais. Le testing, c'est marrant finalement qu'on soit un peu le parent pauvre par rapport au web et que le web soit plus mature que nous, parce qu'on a quand même des contraintes qui sont bien supérieures et qui devraient nous imposer en tant que développeur mobile ou en tant qu'éditeur d'applications mobiles à être beaucoup plus exigeants. L'une d'entre elles, c'est que on sait quand un utilisateur l'installe, on ne sait jamais quand est-ce qu'un utilisateur met à jour ou désinstalle une application. On sait qu'il y a 70% des gens où c'est automatique, mais il y a quand même une bonne partie de la population où ce n'est pas le cas. Il y a aussi la rétrocompatibilité arrière. Si vous faites une application iOS 14, vous avez la possibilité de faire en sorte que les anciennes versions qui tournaient sur iOS 13 puissent être téléchargées par les gens qui ont iOS 13. Mais ça veut dire que dans la nature, vous avez encore des vieilles applications, éventuellement des vieilles versions de back-end. Et finalement, c'est une exigence qui est quand même assez particulière de réfléchir à comment est-ce que le petit truc que vous lancez dans la nature, là, aujourd'hui, le 10 février à 16h40, va encore exister dans 1 ou 2 ans potentiellement, voire plus, sur certains terminaux. Je pense que Vincent, qui a travaillé pour des très grandes entreprises qui adressent vraiment la plupart de la population française, quand on parle du Monde, quand on parle de Page Jaune, quand on parle de ce genre de clients-là, sur lequel il s'impose des rétrocompatibilités avec des très vieilles versions de device, justement pour être capable de n'exclure personne, ça impose quand même une certaine rigueur sur toute la chaîne. Et finalement, il était temps que les développeurs mobiles arrivent à un niveau de maturité sur le testing, et puis le testing, il faut être capable de le faire. C'est-à-dire qu'on sait que c'était compliqué sur le navigateur avec plein de versions de navigateur, mais bon, ça s'est quand même vraiment rationalisé. Aujourd'hui, entre un iPhone 6S sur iOS 11 et puis le tout dernier iPhone sur iOS 15, il y a une sacrée différence. Donc voilà, il était temps qu'on arrive à prendre conscience de ces sujets-là, qu'on ait des solutions matures pour les adresser. Je pense effectivement des CI/CD dans le cloud, et puis après surtout être capable de positionner des indicateurs de qualité, de les suivre. C'est extrêmement important, de qualité dans le build et dans le run. Donc je rejoins mes 2 acolytes sur ce sujet-là. Moi, en développant un SDK avec Purchasely, finalement, j'ai découvert un autre type d'exigence qui est, je dirais,
presque le boss de fin parce que autant une application, on peut faire des force updates quand on l'a prévu, autant un SDK, on choisit jamais quand les utilisateurs nous mettent à jour, quoi. Donc ça fait 2 ans qu'on a sorti la première version de notre SDK, on a encore des gens qui tournent avec la V0, quoi. Donc c'est comment dire, ça oblige à plein d'exigences, non seulement au niveau de l'API, parfois au niveau du modèle de données, sur vraiment toute la stack. Je dirais aussi qu'un SDK, il y a eu des erreurs et des malheurs avec des SDK, même Facebook a fait planter des apps, hein. Un SDK, c'est ultra sensible, c'est-à-dire que si vous faites crasher l'application haute, vous êtes mort. Et globalement, vous pouvez faire crasher une application haute. Donc ça impose quand même d'être plus qu'ultra exigeant sur ça, et puis de tester régulièrement des anciennes versions de SDK sur des anciens devices. La petite problématique qu'on a en plus, nous, chez Purchasely, c'est que certaines choses, on peut les tester que sur des vrais devices. Donc c'est un peu gênant. Et pareil, ça nécessite d'avoir un panel de devices qu'on ne met pas à jour. Et puis d'être capable de les faire tourner donc on a plusieurs Mac mini, des slaves, donc pour le coup, il y a certaines choses qu'on ne fait pas dans le CI/CD, dans le cloud, mais avec ce qu'on a chez nous. Et puis aussi, on fait beaucoup de tests d'interface graphique, puisqu'en fait, Purchasely, non seulement on traite les achats in-app purchase, mais on est capable aussi de fournir le paywall, donc la vue qui permet de distribuer les abonnements. Et ça, en fait, finalement, c'est un peu comme du SwiftUI over JSON, c'est-à-dire on décrit l'interface en remote et après on l'interprète en local. Et qui dit interprétation dit possible erreur d'interprétation. C'est un moteur de rendu comme peut l'être un WebKit, mais on va dire dans une version plus simple et allégée. Mais ça reste du natif, c'est des composants natifs. Et ça, pour le coup, c'est pareil, on est sur des paywalls, donc la monnaie d'une application ne peut pas se planter. Et pour le coup, à chaque fois qu'on réalise une version du SDK, ne serait-ce que sur iOS, on a 350 screenshots qui sont comparés aux pixels faits sur des devices pour des simulateurs et des devices. Cette partie-là sur simulateur d'ailleurs, sur un range qui va de iOS 11 au tout dernier iOS et de tout petits terminaux jusqu'au tout grand pour être sûr qu'on n'a pas de régression là-dessus. Donc en termes d'exigence sur les testings, clairement c'est vraiment le boss de fin au niveau d'exigence de ce que j'ai pu voir dans mon expérience pro. Et sur le niveau de la doc, c'est pareil, c'est de la doc publique avec en plus de ça la nécessité certes de la lire, mais aussi de faire en sorte que elle soit un peu vendeuse. Donc il y a une petite dimension marketing pour que les gens puissent, que ça leur donne envie de faire l'effort de migration, l'effort de mettre à jour leur SDK. Et il y a Damien qui a posé une question là dans le chat que je trouve intéressante. Il dit que dans son expérience, ça a toujours été difficile de pousser ce genre de techno, un peu de monitoring, aussi de qualité sur le mobile, en tout cas auprès de décisionnaires. Probablement il dit sûrement pour des questions de coût. Et pour moi, ça met 2 questions un petit peu en avant. C'est comment est-ce qu'on fait prendre conscience peut-être à des boîtes qui ne font pas de qualité sur la partie mobile, qui n'en voient pas l'intérêt, et comment est-ce qu'on implique peut-être les développeurs mobiles aussi sur ces pratiques de qualité, même si j'ai l'impression que de plus en plus, en tout cas les gens qui font du mobile sont de plus impliqués naturellement vers ces sujets-là. La question de Damien, je trouve qu'elle est très pertinente et elle met en avant qu'il y a quand même une spécificité sur le mobile, c'est que ce n'est pas hébergé et géré par les acteurs traditionnels du web et du back. Donc, je pense que ça joue pas mal souvent dans la partie run. Les applications, elles font pas partie du périmètre des gens qui font la maintenance du back ou du site web. Pour eux, les applications, c'est à part. C'est les équipes mobiles qui font la maintenance des applications. Et donc, je pense que ça joue au-delà des aspects coûts qui effectivement peuvent être un frein, mais je pense qu'il y a aussi un frein de culture où toute la partie DevOps, supervision, finalement, pour eux, le mobile, c'est un monde à part qu'ils ne connaissent pas très bien. C'est un peu comme pour la sécurité, ils n'ont pas trop envie d'aller vers ces sujets-là. Et je pense qu'il y a une grande partie du manque d'outillage sur la partie prod qui vient de ça, qui vient les développeurs, ils n'ont pas trop envie de le faire, souvent, et les gens qui s'occupent de l'hébergement, de la maintenance et du DevOps, ils n'ont pas trop envie de le faire parce qu'ils ne comprennent pas bien ces univers mobiles. Ok. Je ne sais pas comment ça se passe chez Bedrock, Antoine, mais… Dans le genre de cas où… Alors, en fait, dans les cas… Pardon, juste avant qu'Antoine réponde, par rapport à la question, dans les cas où on a…
une réticence de la direction générale. Je pense que le CTO est l'acteur le mieux placé pour faire passer ces sujets-là, avoir une supervision ou une vision globale dans le même outil de ce qui se passe en back et en front. C'est pas un luxe, hein, c'est un must-have, en particulier quand l'application est un peu sérieuse. En fait, le monitoring, c'est un peu comme la sécurité, on va en parler après. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu d'intrusion sécurité, pas trop grave. À partir du moment où il y a une alerte sécurité, on n'a jamais mis assez d'argent dans la sécurité et on commence à mettre. Le monitoring, c'est un peu pareil, c'est que tant qu'on ne sait pas que l'application ne marche pas trop, en fait, on n'a pas trop envie de mettre en place du monitoring. Et dès qu'on se rend compte que ça ne marche pas, en fait, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du monitoring. Et c'est tout à fait le rôle du CTO de dire, aujourd'hui, on est aveugle sur notre usage. On l'a testé, on l'a homologué, on a des gens qui l'ont validé, notre client a validé, on l'a mis en prod, mais l'application, elle vit, les OS, ils évoluent, et en effet, on doit rester attentif sur comment nos services fonctionnent. C'est des budgets, mais en fait, c'est comme le testing, c'est comme le linter, on est un peu partisan de l'expression est très mauvaise en anglais, c'est eat your own. Voilà, c'est-à-dire que si on veut faire du bon boulot, nous à la tech, en fait, il faut qu'on sorte les doigts, il faut qu'on prouve qu'il faut mettre en place des process, des solutions pour faire bien notre boulot. Et du coup, c'est à notre rôle à la tech de pousser pour expliquer pourquoi ça sert et convaincre les gens. Et on peut le faire en faisant des POC. Firebase permet un peu de faire un monitoring assez basique, et puis on peut présenter à quoi ça va servir. Travailler avec les gens qui sont au business pour leur démontrer que monitorer le fait que l'application marche bien sur ça et ça va leur servir au quotidien, et travailler avec eux pour dire est-ce qu'on ne mettrait pas en place quelques KPI pour savoir si le service tourne bien, on y va avec le produit aussi. Et une fois que les gens sont intéressés, ils seront aussi moteurs avec vous. Et après, si les gens sont suffisamment moteurs dans l'entreprise, il y aura des budgets pour aller mettre en place. Chez nous, c'est vrai que c'est une philosophie qu'on a depuis très longtemps. Alors sur le mobile, on a toujours été un petit peu en retard dans cette philosophie. On essaie de la rattraper au sein de l'entreprise, où on a des gens chez nos DevOps notamment qui ont des monitorings de fou. On a des gens sur le web qui ont des monitorings de fou, au niveau back aussi, qui ont des monitorings qui sont extrêmement poussés. On rattrape tout ça et on découvre aussi tout ça au fur et à mesure, parce qu'on est du mobile et parce que c'est pas forcément nos réflexes historiques. Mais on a eu cette chance aussi qu'on a eu des grands frères qui sont sortis avant nous en boîte de nuit et qui nous permettent d'aller en boîte de nuit maintenant. Belle analogie, c'est beau. On va essayer d'avancer parce que je vois l'heure tourner. On a encore quelques petits sujets à aborder. On savait que ça allait être compliqué de tenir en 1 heure, hein. Mais bon, on a déjà un petit peu parlé du sujet de la sécurité aussi sur la partie mobile. Effectivement, moi j'avais regardé là, il y a un rapport de, c'est qui fait ça déjà? Orange, Cyberdéfense, qui indiquait, alors c'est très vague, mais ils indiquent qu'il y a une augmentation des attaques sur la partie mobile, par vague significative. Bon, ils s'en disent pas, trop plus, mais mine de rien, effectivement, bon le mobile s'inscrit de plus en plus, C'est significativement vague, hein. Voilà, c'est significativement vague. On va faire avec, mais effectivement, bon, c'est un sujet qui est de plus en plus important sur la partie mobile, et puis un peu compliqué aussi, comme l'a dit Antoine. Tant qu'on n'a pas eu de problème de sécurité, bon bah tout va bien, on s'en occupe pas, et puis dès qu'on en a eu un, bon bah c'est un peu trop tard. Comment vous voyez un petit peu cette problématique de la sécurité dans les apps mobiles? Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà traité et qui, voilà, vous essayez un petit peu de régler, et chez vous aussi, comment ça se passe? Je sais pas si Jean-François, tu veux en parler un peu, ou Vincent, enfin celui qui semble le plus à même de répondre. Vincent. Il laisse le bébé. Non, c'est un sujet hyper intéressant, et nous, on développe une activité autour de ça, donc je ne vais pas vous dire que ce n'est pas important. Non, je pense que le constat, c'est le même que sur le monitoring, je trouve, c'est qu'il y a traditionnellement un manque de connaissances, pour ne pas dire d'intérêt, des développeurs mobiles sur ces sujets de sécurité, parce que
on sait comment c'est, on est dans le feu de l'action pour développer des fonctionnalités et on ne prend pas forcément toutes les précautions sur ces sujets-là. Et puis, d'un autre côté, les RSSI dans les boîtes qui sont en charge de ça, alors qu'un mobile, c'est quelque chose c'est un terminal sur lequel on n'est pas administrateur, sur lequel il y a beaucoup de données qui sont captées, sur lesquelles il y a beaucoup d'interactions possibles. Enfin, c'est beaucoup plus risqué qu'un navigateur, hein, qui est quand même vachement plus encadré. C'est pareil, par méconnaissance, c'est des sujets qui sont souvent un petit peu délaissés. Donc, il y a quand même des initiatives comme le WASP mobile qui permettent de documenter tout ça et d'apporter une aide vraiment précieuse. Et je vous invite à ceux qui s'intéressent à aller voir ce que produit OWASP pour la communauté. C'est vraiment super riche et applicable et appliqué. Donc, je pense que ça va être un des gros sujets des années à venir, au même titre que l'éco-conception. Pour moi, c'est un peu deux parents pauvres du développement mobile, et pourtant, ça va être deux sujets majeurs pour lesquels il va falloir se faire un petit peu violence, mettre en place des outils, il y en a, et aussi changer les mindsets pour intégrer qu'une application, c'est pas juste développer, c'est pas juste faire de la qualité, c'est aussi protéger l'environnement, c'est protéger des consommateurs. Et donc, je pense qu'on va vers, c'est ça qui est assez passionnant, hein, c'est qu'on va avoir une complexité de plus en plus forte sur les métiers de développement, parce que ces sujets-là qui étaient à côté, maintenant il va falloir qu'ils rentrent dans le cœur du quotidien des développeurs. Je pense que sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, on doit être au niveau 2 de maturité. On n'est plus au niveau 1, mais voilà, on doit être au niveau 2. Et malgré des failles connues, il y en a eu sur WhatsApp, sur plein d'applications, ça reste quand même un truc qui est aujourd'hui un peu mis de côté. Ouais. Antoine, c'est chez Bedrock, est-ce que vous traitez ces sujets ou pareil, c'est un peu mis de côté aussi, c'est compliqué, comment tu vois les choses? Non, c'est pas des sujets qu'on met de côté. Après, c'est des sujets, comme je disais tout à l'heure, en fonction des priorités et en fonction des risques qu'on a. C'est des sujets qu'on adresse plus ou moins avec plus ou moins d'investissement. On fait des audits de sécurité assez régulièrement chez Bedrock, que ce soit sur nos infras, sur notre code. Donc on est souvent mis devant le fait accompli qu'on doit améliorer ça ou ça, et on fait ce travail du coup parce qu'on n'a pas forcément aussi tous les experts de sécurité spécialistes de toutes les solutions, donc on fait appel à des tiers. Il y a beaucoup de choses à faire en sécurité qui sont des éléments assez basiques. Je veux dire, quand on voit aussi, on parlait des RSSI, les réflexes de sécurité globaux de phishing, de ne pas ouvrir des pièces jointes quand on a reçu un mail de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup aussi de réflexes dans le développement mobile qu'on doit tous mettre en place quand on est tech. On a la gestion des certificats, la gestion des clés. Souvent, on a des applications qui sont encore signées avec des anciennes clés qui sont pas suffisamment sécurisées. Alors bon, il faut mettre un petit peu de temps pour les craquer, ces clés. Il faut mettre un peu d'énergie. C'est pas n'importe qui va le faire, mais une organisation suffisamment, un groupe de personnes suffisamment organisé peut le faire. Donc c'est vraiment, il y a des choses assez faciles sur les certificats, sur les clés à mettre à jour. Aussi, il y a des choses assez basiques d'obfusquer son code, de mettre ce genre de sécurité qui arrive avec les frameworks. Donc, des fois, il faut juste activer les choses et le travail peut être fait au moins pour apporter un niveau de sécurité qui est suffisant pour pas laisser n'importe qui attaquer son application. Après, la sécurité, entre Android et iOS, il y a quand même deux niveaux. C'est-à-dire qu'Android, donc quand on a fait des audits de sécurité, on doit être plus strict sur Android parce que c'est pas dire plus facile, mais donc nos apps Android circulent beaucoup plus en dehors des stores, donc sont plus facilement modifiables, altérables que les apps qui sont sur iOS et qui tournent dans un écosystème un peu plus fermé. Donc c'est un peu plus compliqué de s'attaquer à nos apps iOS. Sur Android, elles sont plus partagées, donc il faut qu'on soit encore plus attentif sur la sécurité. Après, le risque zéro n'existe pas, c'est assez bête de dire ça, mais voilà, et
on apprend en marchant, on apprend en regardant ce qui se passe chez les autres et en se disant, en fait, ils se sont fait avoir là-dessus, on va peut-être vérifier si nous, on se fait pas avoir là-dessus. Et on va se dire, ouf, c'est bon, ou bah non, ça va peut-être falloir qu'on rentre une US dans le sprint prochain. Ça nous arrive pas trop souvent, puisqu'on essaye quand même, on a nos audits de sécurité, on les prend en main, on regarde ce qu'il y a à faire, on fait des plans d'upgrade. Donc voilà. Après, je pense que nos services back et infra sont plus enclins à être attaqués que nos services mobiles encore actuellement. C'est pour ça que les devs sont un peu moins ont un peu moins cette appétence pour la sécurité, mais on en trouve. J'ai discuté récemment avec un candidat qui rentre chez nous, qui lui fait et militaire, et il travaille dans la cyberdéfense aussi, donc et il fait du dev en ligne. On commence à avoir des gens qui ont de l'appétence pour les deux, et c'est ça qui lui intéresse. Ouais, c'est intéressant. De toute façon, tous les sujets de cybersécurité sont très intéressants. On avait fait un webinaire, nous, l'an dernier sur ces sujets-là qui avaient pas mal bien marché avec une boîte qui s'appelle Arfang Lab aussi, pour ceux qui connaissent, qui est une boîte plutôt cool. On va être obligé d'avancer un petit peu. Je vois que l'échéance se rapproche doucement. Et puis, voilà, il faudrait parler quand même un petit peu des sujets de recrutement aussi, potentiellement pour vous aussi, et puisque vous pensez peut-être un petit peu du recrutement aussi dans le mobile, ce que vous allez chercher peut-être chez les candidats aussi que vous recrutez chez vous. Commençons, tiens, Jean-François, je ne sais pas si est-ce que ça recrute chez Pourchailly. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du type de profil que tu recrutes, peut-être que tu cherches, ce qui t'intéresse chez les candidats peut-être que tu rencontres? Ouais, bah ça, le moment croustillant. Ouais, ça recrute pas mal en ce moment chez Purchasey. On a 11 postes ouverts sur le premier trimestre. Pour une boîte de 15, ça fait beaucoup. Donc, effectivement, c'est un vrai enjeu. C'est d'autant plus un enjeu que on regarde des problématiques qu'on traite. Et je pense que Antoine, qui gère des droits dans ses applications et des applications qui finalement distribuent du contenu sur lesquels il y a des ayants droit qui attendent des revenus. Dès qu'il y a des revenus derrière, c'est un peu sensible. Donc nous, on a fait le choix, et c'est ce qu'on on est une start-up, hein, donc c'est aussi ce qu'on a vendu à nos investisseurs qui nous suivent, c'est de recruter une équipe ultra senior. Donc je pense que la moyenne d'âge chez Purchasely doit être autour de 37 ans. Le plus vieux développeur doit avoir 43 ans, mais il ne les fait pas. Et le plus jeune doit en avoir 31, il ne les fait pas non plus. Donc voilà, on est quand même plutôt sur des développeurs expérimentés. Donc c'est des profils assez compliqués à aller chercher. Après, je trouve qu'il y a assez peu de boîtes dans lesquelles il y a une bonne densité de développeurs expérimentés. Souvent, on a un développeur senior et beaucoup de juniors. Donc c'est quelque part un discours qui plaît beaucoup aux candidats qui ont choisi, avec lesquels on parle, et puis ceux qui nous ont choisi. C'est finalement cette densité et le fait de pouvoir avoir des pairs avec lesquels discuter et se faire challenger. Donc ça, c'est assez important pour nous. C'est important parce que c'est comme ça qu'on fonctionne aussi, d'avoir pouvoir être mis en question par d'autres, et pouvoir aussi avoir des personnes avec lesquelles mener des réflexions qui ont une bonne expérience, surtout que regard des enjeux qu'on traite, comme je disais, c'est extrêmement important. Donc du coup, nous on recrute. Là, on a eu la chance de recruter deux développeurs Rails, qui était un peu notre bottleneck. Donc c'est super. Mais aujourd'hui, on a pas mal de postes ouverts. Je fais ma petite pub, intégrateur C'est le web. moment. On a des senior sales managers, des UA, User Acquisition Specialist, on a un Content Marketing Producer, un Head of HR, un ou une, hein, évidemment, et un assistant de direction. Donc voilà, c'est des profils qu'on cherche actuellement, et on a un objectif de au moins 50% de femmes sur les postes qu'on recrute sur ces 11 personnes-là. Donc Oui, c'est vrai que. c'est ambitieux, mais Ouais, pareil, c'est ce vrai qu'on que recherche. Donc ça, c'est compliqué, il faut donner du coup un peu plus de temps. Donc c'est un peu notre cheval de bataille sur le moment. Et on fait beaucoup de travail sur place, donc pas trop de télétravail, même si on a quelques profils qui en sont, notamment parce qu'on regarde la phase dans laquelle on est aujourd'hui. C'est vrai que c'est comment dire, c'est un truc sur lequel on n'est pas encore hyper aligné. Je pense dans les grosses structures avec des bons process, et puis tout un tas de choses mises en place. Nous aujourd'hui, on fait modestement le constat que c'est plus difficile pour nous, et puis que ça fait une
contrainte en plus. Donc voilà, sur les équipes tech, c'est plus facile. Pour d'autres équipes, ça peut être plus difficile de faire infuser, on va dire, valeur, connaissance d'un produit déjà complexe, etc. Donc, voilà. Ça marche. Merci. J'imagine qu'on peut retrouver aussi toutes les offres sur le site de Purchasely. Ou je ne sais pas si vous avez un Welcome to the Jungle Vous ou en un avez la endroit. plupart. Hein. Vous êtes notre recruteur préféré. On déplaise à certains qui sont dans ce chat. Ah, désolé, ça va faire des jaloux. Et Vincent, c'est le moment aussi où tu peux faire ta petite pub, parler un peu de recrutement, comment ça se passe chez Inside App en ce moment. Eh ben, nous, on serait ravis d'accueillir des développeurs ou des développeuses. Je ne mets pas une contrainte de 100% de recrutement femmes parce que sinon, je pense que je serais très loin de mes objectifs. Mais on aimerait bien féminiser l'équipe. Nous, finalement, on a adapté notre modèle au contexte particulier que je disais, qui est qu'il y a une rareté des ressources. Et puis, nous, on est dans l'univers du service. Donc, on se coupe aussi d'une grande partie des candidats qui préfèrent travailler dans des parfois j'ai entendu des vraies entreprises, celles qui font des produits, comme si celles de service n'étaient pas des vraies entreprises. Bref, donc nous, on a dû adapter notre modèle RH pour augmenter nos terrains de jeu, c'est-à-dire on vise évidemment ceux qui aiment ce principe de service et on essaie de détourner certaines personnes qui veulent faire du freelance et qui hésitent en se disant essayer plutôt de rejoindre notre communauté. Il y aura pas mal d'avantages qui se rapprochent du modèle freelance, c'est-à-dire que les gens touchent un pourcentage de l'activité qu'ils génèrent, donc ils ont un meilleur partage de la valeur et puis ils ont la liberté d'accepter ou pas les missions qu'on leur propose. Donc, on a dû changer notre modèle. Évidemment, on a beaucoup de télétravail. On a dû recruter énormément en province. Voilà, pour arriver à gérer la croissance, parce que je pense qu'on est tous sur ce marché dans une dynamique où il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Donc, il faut être malin et essayer de trouver par le réseau, par des modèles différents, des moyens en étant très sympa, voilà, des moyens différents pour essayer de capter ces profils. Voilà, donc oui, on est ravis d'accueillir. On recrute tout le temps. On ne s'est pas mis de limite. On s'est pas mis. Voilà, donc dès qu'on a des bons candidats, ils sont les bienvenus. Donc n'hésitez pas. Super. Merci. Où est-ce qu'on peut retrouver peut-être les offres sur le site sur notre merveilleux site, voilà, ou sur notre page LinkedIn, voilà. Ou sinon, il n'y a pas besoin d'une offre. Vous nous contactez si vous êtes intéressé. Directement. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Vincent. Antoine, c'est le moment aussi. Bon, je le sais déjà moi en tout cas, mais peut-être pas tout le monde. Mais ça recrute aussi chez Bedrock. Tout à fait. Tout à fait. Et puis j'adore cet écosystème tech où en fait ça recrute partout. Il y a du boulot partout et c'est quand même plutôt cool de savoir que dans notre monde, on est plutôt à la recherche de gens qui veulent des talents et que plutôt qu'à fermer les entreprises. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant ce domaine de travail. Chez nous, on recrute beaucoup. En fait, alors pour revenir à qu'est-ce qu'on cherche, je pense que la base, on cherche des gens, comme tout le monde, on cherche des gens qui sont motivés, qui sont intéressés. On a plein d'experts techniques chez nous, quelle que soit la techno. Sur Android, on a des gens qui font de l'Android depuis 12, 13, 14 ans. Sur iOS, pareil. Donc, on a beaucoup de compétences techniques pour former des gens. Alors, on essaye aussi de recruter des seniors, bien entendu. On cherche toujours des seniors pour apporter du challenge technique. Mais on cherche aussi des juniors qui ont de la motivation, qui sont curieux, qui veulent apprendre un métier. Et on a de quoi les accompagner aujourd'hui. On cherche le mobile, comme je disais, on est 40. On cherche toujours à progresser. On n'a pas de turnover chez nous, enfin très faible. On a deux développeurs qui sont partis l'année dernière sur les 40. Bon, ils avaient des projets de vie à l'autre bout du monde, donc c'est un peu difficile de les retenir et ça se comprend très bien.
mais on a toujours besoin d'avoir des nouvelles personnes pour venir challenger, apporter autre chose, que ce soit des juniors ou des seniors, on a besoin de ça. Donc en développement, Kotlin et Swift, bien entendu. J'ai vu une question sur Java tout à l'heure, on pourra en parler. Et on cherche d'autres technos, hein. On fait de la data, on fait du back-end en Symfony, on fait du front en React.js, on cherche beaucoup de devs aussi en React.js, donc s'il y a des gens qui sont intéressés. On a l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas, d'habiter à Lyon, d'être à Lyon principalement. Une grande partie de notre tech est là. Lyon, c'est une très belle ville. On est en province, comme dit Vincent. Mais on a aussi des locaux à Neuilly, donc on a aussi la capacité d'onboarder des techs sur Paris. Voilà, toutes nos offres sont sur LinkedIn. Si elles ne sont pas là, faut pas hésiter à postuler. On fait beaucoup de métiers. Souvent, les gens nous disent, mais moi, j'ai jamais touché au streaming, j'ai jamais touché à la vidéo, etc. Il faut voir que moi, sur mes 40 développeurs, il y en a 8 à 10 qui sont spécialisés sur la vidéo. Donc, vraiment focus sur l'expérience vidéo, le player. On fait du live, de la VOD, on fait de la pub aussi. On fait de la VOD. Donc, ça veut dire qu'il y a 30 autres développeurs qui font autre chose que de la pure vidéo. Et pareil, du coup, toute notre orga, on a une partie qui sont dédiée à la vidéo, mais une autre partie, on fait du paiement, on fait de la navigation catalogue, on fait du search, on fait plein d'autres fonctionnalités qui ne sont pas pure en vidéo, donc on ne cherche pas des experts forcément en vidéo. Ceux qui ont de l'appétence pour le streaming, bien entendu, ils sont les bienvenus. On pourra discuter longuement et très longtemps au bar autour d'une bière. Eh oui. Merci à tous, messieurs. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà dépassé un petit peu. Dommage, il y a beaucoup de sujets. Il faudra peut-être refaire un webinaire en de ces quatre. En tout cas, ce serait avec plaisir parce que ça s'est très bien passé et les échanges étaient très cool. Merci à tous les trois aussi de vous être investis là-dessus et d'avoir répondu aussi à l'invitation. J'espère que ça aura Merci. plu à tout le monde. Et puis, voilà, si vous avez des questions dans le chat, ciblées, n'hésitez pas à contacter les personnes directement, LinkedIn, email si vous trouvez, numéro de téléphone si vous arrivez à trouver aussi, ils seront super contents. Et Filmer, tout ça. suivez-les dans la rue. Non, mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir tout le monde. Et pareil, si vous avez des questions à propos de nous, Urban Linker, si vous cherchez un poste ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, avec grand plaisir pour échanger. Merci à tous, messieurs. On se dit au revoir et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Bonne fin de Bonne journée à soirée. vous. Merci. À bientôt. Salut. Au Au revoir. revoir.